Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred Astronome, je suis Frédéric Batin. Il y a quelques temps, sur la chaîne, j'ai posté une vidéo qui s'intitulait « Les différentes morts de l'univers ». Et qu'est-ce qu'en pense Fred l'astronome? Donc j'ai dit ce que j'en pensais, machin, j'ai expliqué les trois différents types de possibles de la mort de l'univers. Et donc là, il y a quelques temps, alors je vais rappeler un petit peu, moi, celle que je préfère le plus, c'est celle que j'appelle le grand froid. C'est-à-dire la mort de l'univers, le Big Freeze. C'est-à-dire que l'univers est composé de matière, d'étoiles, tout ça, de galaxies, et que petit à petit, au bout d'un certain temps, il ne va plus y avoir d'étoiles qui vont se fabriquer, mais au contraire, il va y avoir que des étoiles qui vont mourir. Alors, soit en supernova, soit en nébuleuse planétaire, comme on appelle, comme la nébuleuse du crabe, ou en trou noir, où il va rester des cadavres d'étoiles, c'est-à-dire des naines brunes, des naines blanches, je veux dire. Et puis, il y a ces fameuses étoiles, naines brunes, qui vont mettre très longtemps à mourir, à disparaître. Donc voilà. Mais il faut savoir que c'est les trous noirs qui vont prendre le plus de temps à s'évaporer. Parce que les trous noirs, d'après la théorie de Stephen Hawking, s'évaporent. Voilà. On ne sait pas à quelle vitesse ils s'évaporent, mais apparemment, ça va mettre très longtemps. Donc moi, c'est cette mort qui me parle le plus, parce que c'est celle qui est le mieux vérifié et vérifiable par les calculs et les astronomes, les astrophysiciens, les cosmologues, les cosmologistes, donc ceux qui font l'étude de la cosmologie et du cosmos, sont en adéquation, carrément en adéquation avec cette fin-là. Les autres, ils les trouvent un peu trop exotiques, irréels, on va dire. Donc, moi, je me base sur ce que les astronomes préfèrent le plus. Je peux pas faire autrement, c'est comme ça. Si eux, ils pensent que la plus belle vérité, la meilleure vérité, c'est la fin de l'univers long et lent et machin, moi, je dis que c'est celle-ci qui me plaît le mieux, parce que moi aussi, elle me plaît très bien. Donc, et pour d'autres raisons, parce que j'ai étudié le truc. Donc, il y a quelques temps, vous savez qu'il y a un mail sur la chaîne, hein, il y a une adresse mail pour la chaîne. Il y a quelques temps, je reçois un mail un peu bizarre. Voilà. Alors, le mail un peu bizarre me dit, voilà, Fred, j'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos. Je veux pas mettre des lauriers sur la tête, hein. J'adore ce que tu fais, j'adore tes vidéos, j'adore ta façon de parler dans ta chaîne, de prendre le temps d'expliquer, de prendre le temps de faire des vidéos longues, et de faire comme tu en as envie. Il y a des gens qui apprécient mes vidéos parce que je les fais comme je veux. Voilà, je fais comme je veux. Et donc la question c'est, alors cette question elle est revenue même, alors je sais pas si c'est cette personne, mais cette question elle est même revenue dans le journal Science et Vie que je lis en ce moment. Qu'est-ce qui restera après la mort de l'univers? Donc l'univers est mort, imaginons que l'univers est mort. Et bien la question toute bête c'est, qu'est-ce qui restera? Alors, bien sûr, moi aussi, cette question m'a intrigué parce que je me suis dit, est-ce que les scientifiques qui étudient les différentes morts de l'univers, est-ce qu'ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir ou qu'est-ce qui va rester? Et je me suis aperçu d'une chose très bizarre, et ça c'est chez tous les astronomes, hein, de tous ceux qui sont adeptes de la mort de ci, de là, batata, de cette mort-ci, de cette mort-là.
eh ben, il ne se posait pas vraiment la question. Et il y en a un qui s'est posé la question. Alors, je ne vais pas citer son nom parce que, d'ailleurs, il le dit, sa théorie est très théorique et très... il le dit lui-même, elle est encore trop exotique, trop mal pensée, trop mal réfléchie. Mais c'est un premier jet qu'il a posé comme ça, sur papier, et qu'il a écrit sur son blog. Et il dit que il se pourrait que quand les derniers trous noirs ont fini de s'évaporer, soit il y aura ce qu'on appelle la soupe primordiale, c'est-à-dire ce qu'il y avait avant l'univers, avant ce qu'on connaisse d'aujourd'hui. C'est-à-dire l'univers, en quelque sorte, de lui-même, il repartirait du début, c'est-à-dire dans un vide intersidéral, et un vide sidéral plutôt, pas intersidéral, un vide sidéral, et une espèce d'énergie et de soupe primordiale, de matière exotique qu'on ne connaît pas encore. Ou tout simplement, il serait rempli à 100% de matière noire. Parce que, bon, vous savez tous qu'il y a la matière qui constitue l'univers. Sur 100% de la matière, il y a 5% de matière qu'on connaît, c'est-à-dire la matière baryonique, celle qu'on peut voir, calculer, peser, voir les effets sur le reste de l'univers, et qui font des effets, d'ailleurs. La gravité est un effet de la matière, de la masse de la matière, qui fait la gravité. Et l'énergie du vide, aussi, qui fait de la matière, qui crée de la matière. Et donc, vous dites, oui, mais tu nous dis 5%. Et les 95% de reste de la matière de l'univers, c'est quoi? C'est la matière noire. Et donc, ça se pourrait que l'univers, en ce moment, avec l'expansion de l'univers, engendrée par l'énergie sombre, repousse et éteigne la matière baryonique et fait disparaître la matière baryonique, la transforme en une énergie exotique, et qu'à la fin des fins, il ne reste qu'une seule matière, c'est-à-dire la matière noire. Donc c'est pour ça qu'il est important de savoir de quoi est constituée la matière noire. Et dans la théorie physique standard de l'univers, et j'y viens dans la théorie physique standard de l'univers, et pas dans les théories physiques farfelues et exotiques des autres scientifiques qui essayent de se mettre un prix Nobel dans la poche sur des conneries, en disant qu'il n'y a pas besoin de matière noire pour l'univers. Mais en fait, s'ils avaient lu le livre de Madame Courtois, qui est une astrophysicienne, une cosmologue, qui a étudié le supercontinent dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le supercontinent d'amas de galaxies qui s'appelle l'Aineka, qui fait 500 millions d'années cubes. Donc c'est pas un petit machin, c'est énorme. 500 millions d'années cubes, c'est énorme. Et il verrait que la matière noire est nécessaire pour expliquer le mouvement de ces galaxies qui sont attirées par le grand attracteur. Le grand attracteur étant le bassin versant de toutes les galaxies du continent l'Aineka, dans lequel nous nous trouvons, qui verse vers un bassin central qu'on appelle le grand attracteur. Donc, ce grand attracteur, il a besoin de matière noire pour expliquer le mouvement. Et dans l'univers, pour expliquer le mouvement des galaxies, il y a besoin de matière noire. Parce que si les galaxies n'étaient pas entourées d'un halo de matière noire, rien que le fait qu'elles soient en rotation sur elles-mêmes, les étoiles qui se trouvent sur le bord de la galaxie devraient normalement tourner beaucoup plus vite que celles qui se trouvent dans la région centrale de la galaxie. Alors que, d'après les travaux d'une scientifique américaine, dont je suis désolé, mais je crois que j'ai oublié le nom,
Et je ferai une vidéo là-dessus sur cette personne qui est très importante et que j'ai oublié le nom, je m'excuse, mais je ferai une vidéo là-dessus, sur cette personne pour m'excuser justement d'avoir oublié le nom, qui elle a dit et a découvert que les galaxies étaient entourées de matière noire. Et que sans cette matière noire, on ne pourrait pas expliquer pourquoi les étoiles qui se trouvent en bordure de galaxies par rapport à celles qui se trouvent au centre des galaxies, tournaient à la même vitesse. En fait, l'ensemble des étoiles de toute une galaxie tournent à la même vitesse, où qu'elles se trouvent. Même dans le bulle ou à l'extérieur, elles tournent du moment qu'elles sont dans la gravité de la galaxie et qu'elles se trouvent dans le halo de matière noire de la galaxie, elles tournent toutes à la même vitesse. Donc c'est ça qui explique que la matière noire est importante. Donc l'univers va peut-être forcément finir empli de matière noire. C'est peut-être cette matière noire qui expliquerait d'où vient la matière baryonique, c'est-à-dire ce qui nous compose, nous, les étoiles, la maison, la caméra qui me filme, la lumière qui est en train de m'éclairer, le tournevis qui est là, le caillou, quoi, voilà. Donc c'est très important de savoir de quoi est composé l'univers pour savoir qu'est-ce qui va rester quand l'univers sera éteint et mort. Alors, j'aime pas bien le mot mort. J'ai utilisé le mot éteint parce que je préfère le mot éteint. C'est-à-dire que la lumière est apparue à un moment donné, quand l'univers avait 380 millions d'années, parce que l'univers, on le sait maintenant, avec le télescope Planck, qui a déterminé l'âge de l'univers, 13,7 milliards d'années. Lui, le satellite Planck, qui a fait la dernière image du fond diffus cosmologique, le CMB en anglais, pour Cosmic Microwave Background, lui a déterminé l'âge de l'univers exact, 13,7 milliards d'années. Donc, ça ne veut pas dire que le fond diffus cosmologique que voit Planck se trouve à 13,7 milliards d'années. Non. Le fond diffus cosmologique que Planck voit en ce moment, dû à l'expansion de l'univers, se trouve en fait alors l'âge de l'univers est 13,7 milliards d'années, donc vous voyez bien, je dis bien milliards d'années. Si j'avais dit que le fond diffus cosmologique se trouvait à 13,7 milliards d'années, lumière, je vais rajouter pour dire une distance. Oui, parce qu'il y en a qui m'ont dit que j'avais confondu distance et année. C'est pas vrai, je ne confonds pas les distances et les dates. Donc, l'univers est né il y a 13,7 milliards d'années, et je ne rajoute pas lumière, bien 13,7 milliards d'années. Mais le fond diffus cosmologique, on va dire photographié par, on va dire capturé par Planck, lui se trouve bien à 43 milliards d'années-lumière. Ce qui fait que l'univers observable, sa sphère d'univers observable, c'est à peu près 86 milliards d'années-lumière. Donc voilà. Donc, mais c'est pas, en fait, c'est pas l'univers observable. C'est l'univers observable par la limite de nos instruments actuels, les plus puissants. Ça se trouve avec le satellite Planck, on va peut-être voir beaucoup plus loin. Ça se trouve avec le EELT, c'est-à-dire le European Extremely Large Telescope, on va peut-être voir beaucoup plus loin. On va peut-être grandir cette sphère cette limite observable, on va peut-être la grandir. Donc c'est très important de savoir de quoi est constitué l'univers maintenant, pour savoir de quoi il va être constitué à la fin. Et peut-être en sachant de quoi il est constitué maintenant et de ce qui est constitué à la fin, on pourra peut-être faire la déduction de quoi il était constitué avant qu'il soit ce qu'il est maintenant. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la question de cet internaute qui m'a envoyé ce mail magnifique, qui m'a permis de répondre à cette question magnifique. Qu'est-ce qu'il y aura à la fin de l'univers?
soit une soupe de particules, de soupe primordiale, quoi, une soupe de particules primordiales, ou l'univers s'emplira de matière noire et régi par l'énergie sombre. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur la fin de l'univers, enfin sur la fin de l'univers, sur ce qu'il y aura après la fin de l'univers. C'est-à-dire après le dernier rayonnement de trou noir, qui se sera évaporé, et bien il restera soit une soupe primordiale de particules, soit la matière noire. C'est pour le moment, c'est les deux chemins qu'emprunteraient les scientifiques qui se posent vraiment la question sur ce qu'il y aura après la mort de l'univers. Enfin, une fois que l'univers se sera éteint. Parce que l'univers s'est allumé. Il y a 380 000 ans après la naissance de l'univers s'est allumé, parce que l'univers s'est pas allumé au moment de la naissance. Il s'est pas allumé il y a 13,7 milliards d'années. Entre les 13,7 milliards d'années et les 380 000 ans après le Big Bang que la lumière s'est mise à éclairer l'univers, il y avait ce qu'on appelle l'âge sombre. C'est-à-dire que l'univers, alors ça va paraître peut-être aberrant ce que je veux dire, mais l'univers à ce moment-là, jusqu'à de 13,7 milliards d'années à 380 000 ans après sa naissance, était beaucoup trop chaud pour émettre de la lumière. Donc il était ce qu'on appelle un corps noir. Parce que vous savez bien que dans les températures, plus c'est chaud, plus on se rapproche du noir. Le plus chaud étant le noir. Tout le monde pense que c'est du rouge, mais non. Le plus chaud, c'est le noir. Le rouge, c'est très froid dans la chaleur. C'est pas très chaud. Une naine rouge, par exemple, une naine rouge, ça fait entre 2500 et 3000 degrés. Vous prenez une géante bleue. Une géante bleue, c'est 10, 15, 20 000, 30 000, 40 000 degrés. Même plus. Alors, je dis degrés Kelvin. Je rajoute Kelvin. Après, il y en a qui vont dire, ouais, t'as dit degrés Celsius, Kelvin. Non, Kelvin. Donc, le truc, c'est que vous pensez bien que les trous noirs, c'est très chaud. C'est pour ça que Stephen Hawking dit que les trous noirs rayonnent, parce qu'en fait, ils sont très chauds. Et donc, forcément, quelque chose qui est très chaud rayonne. Rayonne dans quelle longueur d'onde, on ne sait pas. Il ne faut pas confondre la chaleur, c'est-à-dire les joules, et les longueurs d'onde, les lumens. Ok? Pas confondre les deux. C'est très compliqué ce que je viens de faire, mais tant pis. Voilà, donc je vois que la vidéo s'éternise et qu'elle est très longue, mais tant pis pour vous. C'est pas grave, je m'en fous. J'avais dit ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Donc je vais vous souhaiter bonne astronomie. J'espère que vous avez fait déjà de belles observations avec la vidéo de ce qu'il y a à voir au mois de mars dans le ciel. Au moment où je vais mettre la vidéo, je pense qu'il y en a qui ont commencé le marathon Messier. J'espère que vous avez de belles images des objets de Messier. Ma préférée, si je peux dire que si j'en ai une préférée, c'est M42. Voilà, pointé sur M42 avec un 200 mm minimum, 203 mm minimum, et vous verrez pourquoi je vous dis que c'est ma préférée. Voilà. Sur ce, amis astronomes, je vais vous laisser. Je vais vous dire, prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire, parce que là-haut, il y a plein de choses à voir, et de belles choses. Si ça vous a plu, mettez des petits pouces en l'air, et je vous dis à plus, à bientôt, au revoir.